Mesdames, Messieurs, bonjour. L'AFQP, Association France Qualité et Performance, en région PACA, a le plaisir de vous présenter un nouveau webinaire dans le cadre de son programme Entraide. L'excellence opérationnelle sera abordée aujourd'hui comme une démarche humaniste orientée vers le développement durable. Et c'est Fabrice Bonifay, directeur développement durable et qualité, sécurité, environnement du groupe Bouygues, qui va partager avec vous son approche sur ce sujet. Mais passons d'abord la parole à Jean-Jacques Bonneau, pilote du programme Entraide. Guy, bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle session du programme Entraide de la FQP PACA. Aujourd'hui, nous avons un web très intéressant qui rentre dans la catégorie Air du temps. Air du temps veut dire que nous abordons des thématiques, des sujets qui sont très conceptuels. Et effectivement, le sujet aujourd'hui de notre webinaire est l'excellence opérationnelle au service de l'entreprise contributive. Excellence opérationnelle, entreprise contributive, on en a tous entendu parler, mais pour autant, est-ce que nous savons exactement de quoi il s'agit? Et le pitch de ce webinaire est justement de voir l'interaction qu'il y a et la contribution qu'il y a de l'excellence opérationnelle vers l'entreprise contributive. Donc, le propos aujourd'hui de notre intervenant est de bien nous clarifier et préciser ce que sont d'une part l'excellence opérationnelle et d'autre part l'entreprise contributive. Il se propose de nous démontrer comment l'approche excellence opérationnelle se met au service du modèle entreprise contributive et nous donner quelques exemples concrets qui, dans son entreprise, font de l'excellence opérationnelle l'outil efficace de déploiement, justement, de l'entreprise contributive. Aujourd'hui, notre intervenant est un intervenant de haut vol, Fabrice Bonifay, et c'est d'ailleurs parce que c'est un intervenant international qu'il est un peu en retard aujourd'hui. Son avion a un peu de retard sur Nice Côte d'Azur, et donc excusez-nous, mais nous sommes aussi victimes du Covid. Donc Fabrice Bonifay est directeur développement durable et qualité, sécurité, environnement d'un groupe très important que vous connaissez bien tous, le groupe Bouygues, seulement 1200 filiales dans le monde. Donc, il est directeur du développement durable et de cette entreprise. Il est par ailleurs président du collège des directeurs du développement durable, le C3D, en France. J'ai tout dit et comme nous sommes pas mal à la bourre, je passe la parole à M. Bonifay. Monsieur Bonifay, bienvenue et c'est à vous. Merci. Merci. Bonjour à tous. Donc, bon, j'ai effectivement la charge du développement durable et du QSE pour le groupe Bouygues depuis une quinzaine d'années. Je suis dans le groupe depuis 32 ans et j'ai été longtemps administrateur de l'AFNOR pendant 8 ans, auditeur, et j'ai participé donc à la mise en place des systèmes de management de la qualité de sécurité environnement dans le groupe depuis une vingtaine d'années pour l'ensemble des filiales en France et à l'international, tout référentiel. On est chez Bouygues des gros utilisateurs du modèle EFQM, même si on ne s'est jamais présenté encore au prix, mais on a développé en interne un outil qui s'appelle ABI, qui est un outil d'auto-évaluation interne aux entités du groupe Bouygues qui leur permet de s'auto-évaluer par rapport au modèle et déterminer avec cet outil des actions d'amélioration. Donc, c'est très utilisé, hein, l'outil ABI dans le groupe Bouygues. On l'a utilisé près de 200 fois depuis la création de ce soft complètement digital. Donc, le sujet d'aujourd'hui, c'est que depuis donc, quelques années, on voit bien que les entreprises, en plus de leur obligation de rester focus sur leur marché et leurs clients, doivent intégrer des nouveaux enjeux. Et on a bâti avec le collège des directeurs du développement durable et le Shift Project, un think tank dans lequel je participe, un modèle d'entreprise un peu plus responsable qui s'appelle l'entreprise contributive. Alors, quand on dit un modèle un peu plus responsable, c'est parce qu'on a admis que pendant des années, les entreprises ont
certes essayer de maximiser la valeur qu'elles créent aux yeux de leurs clients et de leurs partenaires en général, mais au détriment des externalités négatives qu'elles produisaient en même temps qu'elles produisaient de la valeur, c'est-à-dire les pollutions induites liées à la fabrication des produits et des services constitutifs de chaque entreprise. Et donc, compte tenu qu'on arrive aux limites planétaires, que le réchauffement climatique s'exacerbe, il est maintenant urgent de modifier le modèle économique des entreprises de manière à ce qu'on puisse continuer de produire la valeur, mais sans externalité négative, sans impact négatif. Et donc, ça nécessite de véritablement tout changer. Et là, c'est là qu'on voit se rassembler en fait l'excellence opérationnelle et le développement durable pour refonder en fait des modèles d'affaires qui vont être plus compatibles en fait avec les limites planétaires. Alors, c'est l'objet de cette première diapositive. Donc, l'objectif de la vie, a priori, c'est d'être heureux entre notre naissance et notre mort. Et comme on passe un paquet de temps au bureau, enfin au travail en tout cas, on essaye aussi de faire en sorte que dans les entreprises, demain, on rajoute du sens, plus de sens. C'est-à-dire que l'objectif, ce n'est pas simplement de gagner de l'argent, mais c'est d'être utile en fait à la société, parce qu'on pense que c'est en étant utile à la société au sens large que les gens se sentent utiles et donc ils se sentent plus heureux. Et donc, si l'objet est toujours de créer la valeur actionnariale pour les clients et toujours générer des externalités positives en termes de création d'emplois, en termes de création de valeur financière, on va devoir le faire dans les années qui viennent avec de moins en moins de ressources physiques, c'est-à-dire des matières premières et moins d'énergie, et en ayant des externalités négatives qui vont devoir diminuer d'une façon plus que sensible, vous allez le voir, dans les années qui viennent. Alors, les planètes à aligner pour arriver à mettre en place l'entreprise contributive, il y en a 5 au total. La première, c'est ce que quasiment aucune entreprise n'a fait jusqu'à présent, c'est d'intégrer l'effet scientifique dans la stratégie de l'entreprise. Donc, l'effet scientifique, c'est quoi? C'est dire, voilà, l'effet scientifique dit qu'au-dessus de X ppm dans l'atmosphère, eh bien, la planète ne sera plus vivable, donc l'entreprise doit être automatiquement neutre en carbone, parce que sinon, ça ne sera pas durable à l'horizon de quelques années maintenant. Il y a un certain nombre de matières premières dites non renouvelables, donc on ne peut pas continuer d'utiliser des matières premières non renouvelables sans logique de recyclage ou de réutilisation de ces matières premières à un moment donné. Donc, il faut pouvoir faire des produits qui se recyclent ou des produits qui durent très longtemps dans une logique de réemploi. Parce que si on écoute l'effet scientifique, eh bien, sur une planète qui est finie en ressources, il ne peut pas y avoir d'exploitation infinie de ces mêmes ressources. C'est strictement impossible d'un point de vue mathématique. Il ne faut pas avoir fait Polytechnique pour comprendre ça. Ensuite, donc l'entreprise, une fois qu'elle a intégré l'effet scientifique, doit redéfinir donc sa raison d'être. Sa raison d'être, c'est de produire de la valeur sans détruire, donc en considérant les enjeux sociaux et environnementaux. Et ça va avoir une importance, ça va être capital dans le discours que l'entreprise va tenir vis-à-vis de ses parties prenantes. C'est-à-dire, oui, on doit survivre, donc il faut qu'on continue de gagner de l'argent pour survivre, mais plus à n'importe quelle condition environnementale et sociale. C'est-à-dire que pendant très très longtemps, les grandes entreprises et les petites considéraient qu'à partir du moment où elles créaient de la valeur économique, elles pouvaient se permettre de polluer un petit peu parce que c'était on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs, il faut bien polluer un petit peu, etc. Bon, ça, c'est plus tolérable aujourd'hui. Il faut continuer de produire la valeur, mais sans polluer du tout. Et c'est ça la difficulté, en fait, qu'il va falloir qu'on prenne en compte dans les années qui viennent. Pour arriver à faire ça, ce n'est pas simplement une amélioration à la marge des modèles d'affaires, de la façon de produire la valeur, c'est une révolution, en fait. Il faut complètement renverser le modèle économique, passer d'un modèle dit linéaire, j'extrais les matières premières, je fabrique des produits avec une obsolescence plus ou moins programmée, puis je jette ces produits avec des taux de revalorisation de recyclage qui sont aujourd'hui extrêmement bas. Ça dépend des pays, bien sûr, mais ça va de 0 à 30-40% de recyclage dans le meilleur des cas. Donc, renforcer le modèle économique, reconfigurer le modèle économique, c'est passer de modèle linéaire à un modèle circulaire, on va le voir, qui va être beaucoup plus centré sur le réemploi et sur la vente de l'usage plutôt que la vente de la propriété du produit. Et
pour arriver à reconfigurer le modèle économique, on va avoir besoin d'adopter un nouveau système de management, très très différent de celui que l'on a connu jusqu'à présent, basé bien sûr sur la confiance que l'on va donner encore plus à nos collaborateurs, avec un système de management basé sur l'audace, la créativité, la responsabilité, parce qu'il va falloir qu'on réinvente tout en fait, et on ne pourra le faire qu'avec des systèmes de management très proches en fait de ce que l'on voit dans les approches de libération et de cooptation de leaders, de systèmes d'intégration des suggestions des collaborateurs. Donc, il va falloir vraiment reconfigurer complètement le système de management des entreprises pour arriver à reconfigurer les modèles économiques. Et enfin, si on veut vraiment aller vers une entreprise contributive, il va falloir qu'on valorise mieux l'immatériel, qu'on mette en place des systèmes de comptabilité du triple capital, car il y aura 3 capitaux à préserver dans les entreprises de demain. Le capital financier, bien sûr, et ça, on sait déjà le faire, mais il va falloir aussi préserver le capital naturel et le capital humain. Donc, ça veut dire que de mettre en place des nouveaux outils comptables qui permettront de maintenir au coût de maintien le capital naturel qui est nécessaire pour le fonctionnement de l'entreprise. Donc, une entreprise, on le sait, et le business, c'est des matières premières transformées avec de l'énergie, des convertisseurs, des machines et bien sûr de l'intelligence humaine. S'il n'y a plus de matières premières ou si elle est altérée, si les écosystèmes, donc le climat est altéré également, ben, il ne peut plus y avoir de business. Donc, il faut absolument mettre en place dans les outils comptables et dans le fonctionnement de l'entreprise les sommes d'argent qui vont être nécessaires pour maintenir ce capital naturel de manière à ce qu'on puisse faire durer l'entreprise le plus longtemps possible. Donc, voilà les planètes qu'il faut pouvoir aligner pour prétendre être une entreprise contributive. Alors, sur l'effet scientifique, bon, le principal enjeu, il y en a d'autres, hein, mais le principal qu'il faut prendre en compte, c'est bien sûr le carbone. Maintenant, les entreprises qui ne seront pas neutres en carbone dans les années qui viennent perdront leur license to operate. Hein. Aujourd'hui, les investisseurs qui sont les actionnaires des grands groupes, je les connais bien, je les rencontre tout le temps. Pendant des années, ils n'en avaient rien à foutre qu'on émette du CO2. Maintenant, ce n'est plus le cas. Ils ont compris que c'est devenu important de le prendre en compte, ne serait-ce que pour la pérennité de l'entreprise. Hein. Et eux, ils ont un intérêt quand même à ce que l'entreprise dure dans le temps. Donc, ils sont extrêmement exigeants vis-à-vis de nous pour qu'on mette en place des stratégies de neutralité carbone dans nos activités, dans des horizons temporels extrêmement réduits, parce qu'il nous reste vraiment très, très peu de temps. Donc, le budget carbone de l'humanité, si on veut rester sous les 1,5 degré, sachant qu'on est déjà à 1,1 degré aujourd'hui, c'est 2785 gigatonnes de CO2 à ne pas dépasser en émissions, sachant qu'il reste beaucoup plus de gaz, de pétrole et de charbon que le climat pourra en supporter. C'est-à-dire qu'en fait, on a une grande partie des réserves fossiles qui restent sur la planète doivent rester là où elles sont, c'est-à-dire sous terre. Donc, les quantités déjà émises depuis le début de l'ère industrielle, c'est-à-dire de grosso modo 1870, l'humanité, dans son ensemble, a émis 2205 gigatonnes de CO2 sur ce GIEC. Donc, c'est ce qui a conduit à ce fameux réchauffement de 1,1 degré qui crée les dérèglements climatiques, parce que ce n'est pas le réchauffement en tant que tel qui pose problème, ce sont les dérèglements climatiques associés au réchauffement, donc les cyclones, les inondations, les canicules, etc. Et si on veut maintenir le climat dans des limites de réchauffement raisonnables, c'est-à-dire 1,5 degré, 2 degrés, ben, il reste à émettre d'ici 2100 580 gigatonnes de CO2. Le seul petit problème, c'est qu'au rythme actuel des émissions, eh bien, on aura le rythme actuel, c'est à peu près 50 gigatonnes par an. Dans 10 ans, on aura bouffé le budget des 580 gigatonnes d'ici 2100. Donc, on va en fait beaucoup trop vite, on en émet beaucoup trop par rapport au budget qui nous reste. Donc, si on veut sauver le climat et donc l'humanité, une grande partie de l'humanité en tout cas, eh bien, il faudrait qu'on puisse réduire de 5 à 7% par an les émissions de gaz à effet de serre. Aujourd'hui, elles continuent d'augmenter de 0,6 à 1%, donc, sauf l'an dernier, année du Covid. Et cette année, ce sera à peu près la même chose. Mais en règle générale, on continue d'augmenter alors qu'il faudrait baisser de 5% par an. Donc, il faudrait qu'on puisse répéter 5% par an jusqu'à 2080, ce qu'on a fait l'an dernier avec le Covid, mais tous les ans. Donc, ça vous donne un peu l'ampleur du problème et avec, si possible, moins de restrictions de liberté qu'on a pu avoir ces derniers mois du fait de la pandémie. Donc, c'est un effort tout à fait considérable que peu de gens comprennent d'ailleurs,
mais c'est pourtant l'implacabilité des faits scientifiques. Donc là, vous voyez sur le diagramme du bas, ben les deux courbes, hein, la courbe ce qui s'appelle RCP 8.5, qui est le scénario sur lequel nous sommes aujourd'hui, avec un réchauffement moyen à 2100 entre 3,5 et 7 degrés. Il faudrait qu'on puisse rester sur la courbe bleue qui nous permettrait de rester sur un réchauffement moyen de 1,5 degré. Mais je pense que vous en apercevez qu'on est quand même assez mal barré sur ce sujet. Alors, le salut par la croissance, mais quelle croissance? Donc, tout le monde dit, ben oui, il faut la croissance verte, la croissance bleue, rouge, tout ce que vous voulez. Bon, ceux qui ont été un peu plus loin que la troisième en mathématiques savent ce que ça veut dire une exponentielle. Donc, le PIB de la Chine croît en moyenne de 7% par an, donc soit une activité économique x2 tous les 10 ans et x4 tous les 20 ans. Qui peut imaginer, pour ceux qui ont été en Chine, que l'activité pourrait doubler dans 10 ans ou quadrupler dans 20 ans, compte tenu déjà des niveaux de pollution et des niveaux de consommation de ressources de ce pays-là. Donc, à business as usual, dans 50 ans, l'économie chinoise, alors je ne parle même pas de l'économie américaine ou des autres pays, pourrait représenter 4 économies mondiales. Donc, on voit bien que cette stratégie de croissance qui a été la nôtre depuis des décennies n'est pas tenable dans un monde physiquement limité en ressources, avec un climat qui se dégrade à une vitesse tout à fait inquiétante. Donc, il va falloir qu'on invente donc un nouveau modèle dit de prospérité sans croissance des flux physiques carbonés. On n'a pas le choix. De toute façon, ça va s'imposer à nous. Donc, on a intérêt à mettre en place les nouveaux modèles économiques qui nous permettront de faire ça correctement. Donc, vous voyez sur cette slide du bas, donc le toboggan qui nous attend, hein, donc moins 6% d'émissions de gaz à effet de serre par an. C'est ça qu'il faudrait qu'on puisse arriver à faire d'ici 2100 pour sauver le climat et donc la paix dans le monde. Sur le diagramme du milieu, vous voyez la corrélation parfaite entre les émissions de gaz à effet de serre et le PIB mondial. Donc, plus on utilise d'énergie, et notamment d'énergie fossile, plus on augmente le PIB. Sauf que si on veut sauver le climat, il va falloir qu'on procède à ce qu'on appelle un découplage, c'est-à-dire qu'on essaye de continuer de faire augmenter la richesse mondiale, mais sans émettre de CO2. Alors ça, c'est une sacrée paire de manches parce qu'il va falloir qu'on améliore notablement l'efficacité énergétique, bien entendu, ce qu'on n'a jamais véritablement fait jusqu'à présent, parce qu'à chaque fois qu'on progresse en matière d'efficacité énergétique, donc des voitures qui consomment moins, des logements qui consomment moins, eh bien, on améliore ce qu'on appelle l'intensité énergétique par euro ou par dollar investi, mais il y a un petit phénomène que vous avez peut-être entendu parler qui s'appelle l'effet rebond. Dès lors que vous avez un mécanisme ou un processus ou un produit qui est plus efficace et qui est moins cher, eh bien, il est utilisé automatiquement par plus de parties prenantes et par plus de clients. Donc, on efface en volume ce qu'on a gagné en intensité. Et c'est ça ce qu'on appelle l'effet rebond. Donc, certes, ça consomme moins, mais comme il y a plus de gens qui l'utilisent, ben, on finit par, in fine, en valeur absolue, on consomme plus de flux et notamment d'énergie. Donc, ça pose un vrai problème, cet effet rebond, qui gomme en fait tous les progrès technologiques qu'on est amené à faire dans les entreprises. Alors, la raison d'être doit prendre en compte donc, des macro-tendances environnementales qui n'ont jamais été prises en compte par le business ces 40 dernières années. Donc, les entreprises, de façon générale, n'avaient que faire du CO2. Bon, ce n'est plus le cas maintenant. La biodiversité, c'est pareil. La plupart des entreprises se foutaient complètement de la biodiversité, la désartificialisation, l'artificialisation des sols, etc. Bon, maintenant, on sait qu'on a besoin de restaurer la biodiversité pour éviter notamment les pandémies. La qualité de l'air qui tue 48 000 morts, de morts prématurées en France tous les ans, c'est à peu près 156 000 au niveau européen. En Chine, c'est juste effroyable, les problématiques de qualité de l'air. Donc, 48 000 par an en France, c'est l'équivalent d'un demi-Covid tous les ans lié à la qualité de l'air. Donc, il y a vraiment un truc à faire aussi sur ce sujet, et notamment la diminution des émissions des moteurs thermiques partout en France et dans les villes. Les pollutions lumineuses, les pollutions liées à l'artificialisation des sols, et puis bien sûr dans les villes, le bruit et les îlots de chaleur qui, vous savez, dans les villes, à cause des phénomènes caniculaires, vous avez certaines parties dans les villes, on le mesure aujourd'hui, qui peuvent faire jusqu'à 7 à 8 degrés de plus qu'à la campagne.
Alors, la raison d'être aussi doit prendre en compte les macro-tendances sociales et sociétales, donc le vieillissement accéléré des populations dans les pays occidentaux, en Chine également. Ça pose un certain nombre de problèmes d'ailleurs de santé publique, hein. C'est facile de s'en apercevoir. L'intégration des ODD, la précarité, donc l'espèce de quart-monde auquel nous assistons à l'intérieur, bon, le phénomène gilet jaune que vous connaissez bien, dans l'économie, et ça c'est vrai dans tous les pays, hein. Il faut savoir qu'aux États-Unis, sur les 330 millions d'habitants, ils ont 45 millions de gens qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, ce qui pose quand même un certain nombre de problèmes également sociaux. L'essor de l'économie collaborative, et ça va plutôt dans le bon sens au niveau de l'entreprise contributive, on va le voir. L'essor également de la digitalisation du business, qui est à la fois une opportunité pour réinventer les modèles économiques, mais qui est aussi un piège du fait de l'effet rebond. On le voit bien d'ailleurs avec la 5G aujourd'hui, où certes, par unité de data transportée, on arrive à diviser par 2 ou 3 la consommation d'énergie, mais comme on va en transporter beaucoup plus, là aussi, la 5G, in fine, consommera plus d'énergie que la génération précédente, et c'est bien tout le problème. Et enfin, les réseaux sociaux qui permettent aux gens de s'informer directement sans passer par des médias traditionnels, ce qui est à la fois une force et une faiblesse également, mais on verra que c'est plutôt une bonne chose dans l'économie dans laquelle on va aller. Alors, les nouveaux enjeux des managers, donc l'excellence opérationnelle, c'est d'arriver à produire sans détruire. Donc, c'est plus simplement un enjeu de qualité perçue ou d'expérience client, comme on a très très longtemps mis en place dans nos entreprises. Ce qui était important, c'était l'expérience client, la qualité produit, qui était un ratio entre la satisfaction perçue sur le sacrifice consenti, certes, mais ça demeure, bien sûr, mais maintenant, il faut intégrer cette notion d'externalité dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, pour ça, il faut refonder le modèle économique. On utilise pour ça des nouveaux outils, notamment le business model Canvas, qui permet en fait de refonder son modèle économique sur d'autres bases et notamment en utilisant beaucoup plus l'approche de l'économie circulaire, où les données de sortie deviennent les données d'entrée, les données de sortie des uns deviennent les données d'entrée des autres, sur une base d'une boucle de réemploi en circuit court à l'échelle locale. L'expérience client, je vous en ai parlé, l'expérience digitale, l'excellence opérationnelle et l'efficience des flux, donc la chasse effrénée à la surqualité et à la non-qualité, donc avec les approches Lean qui demeurent très très pertinentes dans le cadre de l'entreprise contributive, sachant que la surqualité et la non-qualité en France et dans le monde, on a fait des études d'ailleurs aux États-Unis là-dessus, montrent que le chiffre d'affaires des entreprises en non-qualité et en surqualité varie entre 5 et 25% de leur chiffre d'affaires. Donc, on fabrique encore dans nos entreprises énormément de choses qui ne servent à rien, qui ne sont pas perçues par les clients, ou pire, des choses qui doivent être refaites, des problèmes de rebut, d'insatisfaction, de non-conformité. Donc, on est très, très loin, en fait, d'être aussi efficace que la nature en matière de fabrication d'objets. On dépense beaucoup de matières premières et d'énergie pour rien. Donc, on doit continuer, bien sûr, nos démarches, mais ce n'est pas à vous que je vais convaincre sur ce sujet. Et il va falloir donc aussi réinventer des nouveaux business. Donc, des nouveaux business, vous savez qu'il y a la taxonomie européenne qui va arriver, donc qui va classer les entreprises en fait selon 2 catégories. Hein, une catégorie dite écocide, donc les entreprises qui produisent trop d'externalités négatives et qui vont devoir disparaître, qui ne seront plus financées, et les entreprises qui vont apparaître donc, petit à petit selon les paradigmes de la taxonomie, les entreprises dites du monde d'après, qui seront neutres en carbone, qui seront à biodiversité positive, etc., qui seront bien sûr basées sur des approches dites de réemploi. Et là, ces entreprises, il y en a très très peu qui existent. Dans le livre que je fais paraître là, le 14 avril, on en présente environ une quarantaine issues du monde entier, des entreprises contributives. Mais hélas, il y a encore trop peu d'entreprises qui sont basées sur ce modèle ce qu'on appelle du net zéro impact. Alors, le modèle de production linéaire dont je vous parlais tout à l'heure, il est symbolisé sur cette slide. Vous avez 2 types de ressources, les ressources naturelles renouvelables et les stocks naturels non renouvelables. Ça sert pour faire le business. Hein. Toute entreprise, quel que soit ce qu'elle fabrique, utilise des matières premières pour fabriquer ses produits, hein, et c'est issu de ces 2 types de stocks.
Et on passe notre temps depuis des milliers d'années à aller chercher dans la nature les matières dont nous avons besoin pour fabriquer les produits, et c'est ça qui crée le business. Bon, le seul petit problème, vous le savez maintenant, c'est qu'on utilise beaucoup trop de ressources par rapport à ce que la nature est capable d'en refabriquer. C'est le fameux Earth Overshoot Day qui tous les ans se rapproche, rapproche la date à laquelle on atteint les limites dites planétaires. Et donc, il va falloir qu'on rééquilibre tout ça. Et donc, on utilise de façon plus parcimonieuse les ressources, surtout les ressources naturelles renouvelables. C'est-à-dire qu'on laisse le temps à la nature de renouveler ses ressources et qu'on ne l'exploite pas plus vite qu'est-ce qu'elle est capable de renouveler, notamment pour la pêcherie, enfin toute l'industrie de la pêche, la biomasse, etc. Si on abat plus d'arbres qu'on leur laisse le temps de pousser, au bout d'un moment, il est clair qu'il n'y a plus d'arbres. Alors, l'économie négative, c'est celle qui nous a enrichis, mais enrichis à un coût environnemental qui est juste colossal aujourd'hui. Donc, l'économie négative, c'est j'extrais des matières premières, je fabrique des produits et je les jette. Bon, ça, cette économie, c'est très bien pour gagner beaucoup d'argent rapidement, mais ce n'est pas du tout durable. Donc, c'est une économie qui est condamnée de toute manière. On est en train de passer à une économie un peu plus neutre où les filières de recyclage commencent à se mettre en place petit à petit. Mais bon, tout ce qui est recyclage et réutilisation de matières secondaires, c'est bien, mais c'est encore extrêmement dispendieux en énergie parce qu'il faut mettre en place des filières de tri, il faut refabriquer les produits, etc. Donc, l'idée, c'est d'aller le plus vite possible vers une économie dite contributive. Donc là, on est sur du réemploi, sur de la substitution, sur de la production intégrée. Et c'est une économie qui est aussi beaucoup moins chère parce que l'économie verte issue de l'économie neutre, c'est-à-dire le green business, c'est bien, mais c'est surtout pour les bobos, les voitures électriques, les voitures bio. L'économie contributive, c'est une économie qui permet aussi plus d'inclusivité, donc de pouvoir permettre à des gens qui ont moins d'argent d'accéder à des produits plus durables, notamment en achetant de l'usage plutôt qu'en achetant le produit. Alors, quand on met en place ce type d'approche, donc on le fait chez Bouygues, on se pose la question, qu'est-ce qui n'est pas possible de faire aujourd'hui dans l'entreprise qui, si cela devenait possible, améliorerait significativement sa performance? Quand on pose cette question-là, on s'aperçoit que les collaborateurs, en fait, désignent d'une façon plus rapide des problématiques internes. C'est plus des problèmes de certitude, d'habitude, on a toujours fait comme ça, qu'est-ce que vont penser les clients, etc. Et que l'essentiel des freins qui empêchent l'entreprise de passer d'un modèle linéaire à un modèle circulaire, ce n'est pas des freins externes, ce n'est même pas la réglementation d'ailleurs, c'est plutôt des freins internes. Et donc ça, c'est plutôt la bonne nouvelle, parce que dès lors qu'on a un leadership suffisant et qu'on a une bonne méthode, un but sans méthode est un non-sens, eh bien, on arrive à avancer quand même assez vite sur le modèle de l'entreprise contributive. Et on en arrive à l'excellence opérationnelle en tant qu'outil. Donc, il est clair que comme il faut tout réinventer les produits, réinventer la façon dont on les fabrique, réinventer le marketing, réinventer la façon dont on les commercialise, donc c'est un changement de paradigme majeur qui nécessite en fait de mettre en place une approche de créativité, de réinvention des modèles qui nécessite la participation de l'ensemble des parties prenantes et bien sûr des collaborateurs de l'entreprise, dans un mode beaucoup plus collaboratif et beaucoup moins segmenté comme on l'a pu le connaître depuis des années avec les approches très pyramidales, enfin les organisations très pyramidales et très hiérarchiques que l'on a connues dans les entreprises. Donc l'objectif, ce n'est pas de progresser par la compétition, c'est de progresser par la collaboration, ce qu'on appelle la symbiose. Donc on sait bien que la compétition, ça fait progresser, mais quand il y a trop de compétition, eh bien, ça tue les compétiteurs, on le voit bien dans beaucoup de business. Et donc, pour arriver à maintenir son activité économique, il va falloir que les entreprises apprennent à collaborer entre elles, y compris les entreprises qui sont dans le même secteur, et c'est ça qui est une vraie révolution, parce que les entreprises qui sont dans le même secteur ont intérêt sur certains aspects de la fabrication de leurs produits à collaborer avec leurs concurrents pour co-créer avec elles des systèmes de valeur qui leur permettront donc de faire baisser les coûts, mais sans effet rebond. Donc pour ça, il faut mettre en place donc, un management par la confiance, éliminer toute la bureaucratie, les bullshit jobs qu'on a vu naître dans les entreprises ces dernières années et qui n'apportent aucune valeur ajoutée. Donc c'est surtout d'ailleurs dans les fonctions support.
et remettre en fait un maximum de collaborateurs sur les fonctions opérationnelles, parce que c'est ça qui crée la valeur. Donc, le management par la confiance, c'est vraiment indispensable. Accepter le droit à l'erreur, former les collaborateurs aux outils de résolution de problèmes, c'est vraiment des choses qui sont absolument indispensables si on veut survivre demain. Autre chose, essayer d'expérimenter le plus possible les nouvelles façons de faire, sachant qu'on n'a pas de certitude, compte tenu qu'on n'a pas de retour d'expérience sur des modèles d'affaires contributifs qui n'existaient pas avant. Et donc, nous, notre recommandation, c'est de passer de l'intuition à l'action sans passer par l'étape réflexion. Parce que si vous réfléchissez trop avant, vous avez toujours un juriste, un banquier ou un financier qui va dire « non, ce n'est pas possible, parce que ceci, parce que cela ». Donc, non, il faut expérimenter en test and learn, puis ensuite, bien sûr, faire entrer les fonctions support pertinentes pour valider le modèle. Mais dans une première approche, il faut aller le plus vite possible à l'expérimentation sur le terrain, hein, avec un client, par exemple, qui serait particulièrement volontaire pour aller vite, parce que c'est en faisant, en fait, qu'on apprend. Ce n'est pas simplement en ayant une approche intellectuelle trop en amont qui, finalement, n'aboutira à rien. Et il faut aussi arrêter de s'occuper de ce qui pourrait arriver. Donc, l'approche des risques dans les entreprises a complètement stérilisé l'innovation. Donc, bon, on a le changement climatique qui arrive, on a la biodiversité, on a les pandémies. Bon, voilà, les risques, ils sont déjà là. Donc, ça ne sert à rien de commencer à dire, bah oui, mais qu'est-ce qui pourrait se passer si on a déjà suffisamment d'emmerdements à gérer comme ça, sans imaginer les emmerdements qui pourraient arriver demain. Donc, ça, c'est vraiment très important d'avoir cette nouvelle philosophie de management pour pouvoir réussir son passage à l'entreprise contributive. Alors, un exemple pour le groupe, c'est l'exemple que je connais le mieux, hein, on avait comme les autres, et on a toujours, pour une grande partie de nos filiales, une approche très linéaire. On extrait beaucoup de matières premières pour construire. On construit en émettant énormément de CO2 avec le béton et l'acier. On exploite plus ou moins longtemps nos bâtiments, puis ensuite on les détruit avec des taux de reuse qui sont extrêmement bas, 60% en recyclage en sous-couche routière et moins de 1% de réemploi dans le BTP, c'est juste une catastrophe. Donc il faut tout changer. Donc on est parti donc, sur un modèle qui est maintenant full circulaire, en éco-conception, conception bioclimatique de nos ouvrages bien sûr, éco-construction, donc avec tout est basé pour qu'on puisse réutiliser les matières premières en fin de vie, sous les formes de briques élémentaires, un peu comme les briques de Lego. Tout ça, c'est numérisé, donc les bâtiments deviennent des banques de matériaux pour le futur, où on sait exactement quelles sont les quantités, les qualités, les caractéristiques de chaque élément constitutif d'un ouvrage, dont le but de pouvoir réutiliser ces éléments pour un autre bâtiment dans le futur, selon des caractéristiques standardisées. Donc, on travaille sur ce qu'on appelle l'économie de l'usage. Donc, le but, c'est que les bâtiments soient très, très, très utilisés. Aujourd'hui, les bâtiments tertiaires, publics et privés, et beaucoup de bâtiments de logement sont structurellement sous-utilisés. Donc, il faut intensifier l'usage. Intensifier l'usage, ça veut dire que quand l'utilisateur principal n'a pas l'usage de tout ou partie de ces espaces de bâtiment, eh bien, il y a des utilisateurs secondaires qui peuvent l'utiliser le soir pour les parkings, pour le rooftop, les salles polyvalentes, etc. L'objectif, c'est que le bâtiment soit géré un peu comme une compagnie aérienne gère ses avions. C'est-à-dire qu'en fait, le but pour les compagnies aériennes, pour les avions, c'est que les avions soient en l'air et qu'ils soient pleins. Et bien que les bâtiments, demain, dès qu'on va le livrer à un client, on va proposer au client un modèle de gestion du bâtiment pour que quand l'utilisateur principal n'en a pas l'usage, eh bien, tous les espaces laissés libres puissent être utilisés par des utilisateurs secondaires et des utilisateurs tertiaires. Les bâtiments également, si on veut être entreprise contributive, doivent être donc réversibles. Donc, avant de les casser, il faut qu'on puisse avoir la possibilité de changer d'usage. Par exemple, passer de logement à bureau, de bureau à logement. C'est plutôt comme ça que ça va se passer. Et de manière à pouvoir maintenir dans le temps leur durée de vie et leur ossature, qui est très consommateur d'énergie et de matières premières. Donc, le but, c'est de faire des bâtiments qui vont durer beaucoup plus longtemps qu'ils ne le durent aujourd'hui, un peu comme ça se passait dans le temps. Et l'écologie industrielle urbaine pour le BTP, c'est très important. C'est que dès qu'il y a des bâtiments qui sont producteurs de flux, on a de plus en plus de bâtiments dits à énergie positive, et bien que lorsque le bâtiment fabrique ses propres flux physiques, notamment l'énergie ou la chaleur, puisse l'autoconsommer, et lorsqu'il n'a pas l'usage en termes d'autoconsommation, qu'il puisse revendre ses flux à ses voisins pour améliorer ce qu'on appelle la résilience urbaine et avoir des villes
qui pourront être presque autonomes dans leur capacité à utiliser leur flux physique nécessaire à leur fonctionnement. Donc, on va vers donc, des bâtiments hybrides à économie positive qui sont bien sûr plus chers en construction, mais comme on va pouvoir vendre des services de mutualisation notamment, eh bien, in fine, on aura des recettes qui couvriront le surcoût de la construction et qui rendra donc ce type d'ouvrage, bien entendu, plus rentable économiquement, tout en étant plus durable. Donc, ce que je vous disais sur la valorisation de l'immatériel, c'est que bon, dans tout bilan comptable, vous avez ce que vous devez. Donc, vous avez des immobilisations, des actifs circulants. Vous avez le capital client, le capital humain, le capital partenaire, le capital de savoir. Et vous avez à la fin, tout en bas, le capital naturel qui vous sert à faire du business, dans vos matières premières. Et en face, ce que vous avez, eh bien, vous avez ce que vous devez. Et l'objectif demain, c'est que les dettes environnementales, les dettes sociétales et les dettes sociales également puissent être couvertes donc par des dispositifs qui vont permettre leur maintenabilité, la maintenabilité dans le temps et de faire en sorte de valoriser toujours plus le capital immatériel qui est le principal capital de l'entreprise. Parce que le capital financier, finalement, ça représente que 15 à 20% de la valeur réelle de l'entreprise. Ce qui vaut cher dans une entreprise, ce n'est pas le capital financier, c'est le capital immatériel. C'est donc tout ce que vous avez en couleur ici, hein, du capital partenaire jusqu'au capital naturel, bien entendu. Et c'est ça qu'il faut pouvoir valoriser le plus possible. Donc, le rôle du management, le rôle de l'excellence opérationnelle, c'est de créer ce que nous, on appelle le gazeux, hein, c'est-à-dire ce qui se mesure moins facilement que la partie solide et liquide, parce que là, on a affaire à des euros, donc ça se mesure assez facilement. Mesurer la performance du capital de marque ou du capital naturel, c'est beaucoup plus complexe, mais ça se fait maintenant, il y a des outils pour le faire. Et c'est en arrivant à maximiser ces capitals gazeux qu'on va arriver à créer toujours plus de valeur pour à la fois le client qui paye, l'actionnaire, mais aussi la société civile, donc les fameuses externalités négatives. Donc, pour finir, j'ai été extrêmement rapidement, hein, y a 3 choses à retenir. Si on veut durer, eh bien, il faut toujours combler ses clients, parce que c'est eux qui payent les produits, ou qui payent plus exactement l'usage d'accès à ces produits demain, parce qu'on va rentrer dans l'économie de l'usage, en préservant le bien commun, que sont bien sûr les écosystèmes, le climat, la qualité de l'air, l'eau, etc. Donc maintenant, il faut non seulement maintenir l'attention des clients, mais bien sûr rester très focus aussi sur la préservation des communs. Pour ça, il faut booster l'intelligence collaborative à l'intérieur de l'entreprise et en collaboration aussi avec des académiques, avec d'autres entreprises, donc travailler dans un écosystème le plus ouvert possible. Et ça, les réseaux sociaux nous aident énormément à trouver ensemble des nouvelles solutions au-delà du périmètre propre à l'entreprise. Et c'est valable aussi pour les PME, bien entendu. Et si on veut y arriver, il faut que les collaborateurs soient parfaitement conscients des enjeux et qu'ils aient la possibilité d'expérimenter, qu'ils aient la possibilité de créer et de tenter des expériences, parce qu'on sait très bien que tout est à inventer, donc il y aura forcément des erreurs, mais il faut que les collaborateurs soient mis en confiance, et pour ça, il faut donc promouvoir à fond la mixité générationnelle, la mixité des diplômes, les hommes et les femmes, faire monter énormément les femmes dans les hiérarchies des entreprises, pour arriver à une parité totale. Ça, c'est vraiment très, très important. Les entreprises qui ont plus de femmes dans leurs entreprises, et notamment dans les postes de management, sont des entreprises qui vont mieux, qui sont bien mieux gérées et qui sont bien plus efficaces, et de mettre en place des systèmes de déhiérarchisation qui sont absolument nécessaires pour que les collaborateurs ne se sentent pas écrasés par la structure ou par la bureaucratie, comme on le perçoit encore beaucoup trop, y compris d'ailleurs dans les petites entreprises. Donc, si vous avez intérêt d'en savoir plus, ben, vous pourrez acheter le bouquin qui va paraître donc dans 15 jours, qui est déjà dans le top 3 des ventes Amazon aujourd'hui sur cette catégorie. Ça s'appelle l'entreprise, il est en pré-vente déjà, hein, l'entreprise contributive. Vous allez beaucoup, je pense, en entendre parler, y compris dans la presse économique, car on a un partenariat avec les Échos, et les Échos vont en parler, et avec Oui Demain, qui est une revue que peut-être que vous connaissez,
qui parlera aussi beaucoup de cet ouvrage dans les semaines qui viennent. Donc voilà, donc je voulais vous le raconter en quelques mots, et je crois qu'il y a une partie questions-réponses qui est prévue dans ce webinaire. Tout à fait. Merci beaucoup pour cette présentation et la réussite que vous avez vu à essayer de rattraper notre retard d'origine. Plein de questions se sont déjà accumulées. Alors, je vais abuser de mon privilège en commençant personnellement par une qui me venait à l'esprit. Vu l'approche 360 degrés que vous proposez, est-ce que hors de l'EFQM, point de salut, si on prend le monde des normes? En fait, c'est vrai que le modèle FQM, surtout dans sa dernière version, hein, parce que ce n'était pas tout à fait le cas de la version d'avant, mais ils ont complètement intégré tout ce que je viens de vous dire. Hein, nous, ça nous a beaucoup inspiré, il faut le reconnaître. Donc, non, il y a certainement moyen de faire sans le FQM, mais en tout cas, le FQM est un très très bon modèle pour aller vers l'entreprise contributive, c'est incontestable. Je rappelle que la FQP est toujours heureuse d'entendre ça, vu que nous sommes nous-mêmes dans notre fondement promoteur de ce modèle. Alors, pour reprendre les questions qui se sont déjà accumulées, merci aux participants. Alors, j'en avais déjà une sur la diapo numéro 5, mais je vous laisserai le temps d'y revenir et je vous en pose une autre en attendant. Pourquoi l'approche excellence opérationnelle vous paraît-elle particulièrement appropriée au développement de l'entreprise contributive? En fait, parce que l'excellence opérationnelle, c'est un corpus de méthodes et d'outils et de comportements. Voilà, c'est ça, l'excellence, c'est d'améliorer en permanence l'efficience de l'entreprise sur l'ensemble de ses flux. C'est de réduire le gaspillage, la non-qualité, la surqualité, et Dieu sait si on va en avoir besoin demain dans la cure d'amaigrissement qu'on va devoir consentir, l'amaigrissement dans l'utilisation de l'énergie, l'amaigrissement dans l'utilisation des ressources naturelles. Donc, il n'y a pas plus efficace, je pense, pour mettre en place l'entreprise contributive que les outils de l'excellence opérationnelle. Ce sont les outils qui sont, d'ailleurs, c'est dans le bouquin, on l'explique, il y a tout un chapitre là-dessus. Il faut qu'on utilise encore plus les outils de l'excellence opérationnelle avec encore plus de maturité et de volonté. Et il faut aussi qu'on enseigne ces outils dès l'école élémentaire pour que les collaborateurs qui vont arriver dans une entreprise demain soient déjà formés à ces méthodologies avant même d'arriver dans les entreprises. Un peu comme ça se passe au Japon depuis des années. Et c'est un grand déficit d'ailleurs de l'éducation nationale aujourd'hui de ne pas avoir enseigné ces outils dès l'école élémentaire. En effet. Une question plus pratique, comment est-ce qu'on pourrait avoir une interaction entre le QSE et le contrôle de gestion pour inventer de nouveaux outils comptables? Alors, ça dépasse le contrôle de gestion, hein, c'est carrément la comptabilité analytique qu'il faut changer. Donc, il y a une méthode qui est la méthode CARE, hein, qu'on essaie d'expérimenter également. Ça va au-delà du contrôle de gestion, c'est de mettre en place un nouveau système comptable, tout simplement. Hein. Donc, voilà, quelles sont les ressources naturelles qu'on utilise. Si j'utilise un arbre, très bien, est-ce que j'ai mis dans mon compte, dans mes provisions, eh bien, l'argent qui m'assure que j'en ai planté un autre et que je vais lui laisser le temps de pousser pendant 40 ans, etc. Est-ce que j'ai fait ça? Si je n'ai pas fait ça, ben, ça veut dire que je suis toujours en déplétion des ressources naturelles. Et comme on dit, hein, quand on aura pêché le dernier poisson et abattu le dernier arbre, on va s'apercevoir que l'argent n'est pas comestible. Tout à fait. Donc, c'est une autre image de ce que vous appelez la dette naturelle à intégrer dans les comptes. Ouais. Alors, il y a de plus en plus de boîtes qui font ça. Hein. Puis, bon, il y a une réglementation européenne qui est en train de se préparer, qui va de façon inciter les entreprises à le faire. Alors, bon, soit on attend que la norme s'impose à tout le monde, et ça va peut-être arriver en 2026 ou 2027, soit on se l'impose déjà tout de suite et on gagne 5 ou 6 ans par rapport à ses concurrents. C'est pas plus mal non plus. Merci. Alors, question suivante. Par rapport à la pollution mondiale, la part de la France n'est, paraît-il, pas plus épaisse qu'une feuille à cigarette. Si c'est le cas, ne risque-t-on pas de demander à nos entreprises, pour respecter des règlements et procédures, des dépenses qui vont encore les pénaliser? Alors ça, c'est un truc qu'on entend en permanence, et discussion que j'ai d'ailleurs souvent avec les BNF, et c'est une connerie monumentale de dire ça. Alors pour deux raisons. Première raison, c'est que si la France, si les entreprises françaises, enfin c'est ce qu'on pense nous chez Bouygues, hein, si les entreprises françaises sont les premières à adopter ce type de modèle, eh bien on pourra exporter notre savoir-faire partout dans le monde. Ce savoir-faire de sobriété, ce savoir-faire de création de valeur sans détruire, etc. On deviendra le phare du monde sur les nouvelles façons de faire du business. Donc, on a tout intérêt à s'imposer à nous-mêmes
alors qu'on ne contribue qu'à 1% des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial, 1%, donc on ne pèse rien, effectivement. Mais de dire, ben oui, que les Chinois et les Américains le fassent, puis nous, on le fera après, c'est complètement idiot. On a intérêt à le faire nous-mêmes, et un peu comme le phénomène de la Ola, hein, il y a toujours 3-4 mecs dans un stade qui décident qu'ils vont faire lever tout le stade. Eh bien, nous soyons ceux qui vont initier la Ola du monde. Et arrêtons de dire, ouais, on ne pollue pas. Donc, voilà. Ça, je suis désolé, mais c'est complètement idiot de penser comme ça. Et donc, je rebondis sur un terme, vous parliez de frugal, donc votre approche intègre la frugalité qui est promue par Navi Raju. Ah, ben, c'est même plus que la frugalité, hein. Oui, c'est la sobriété, hein. Alors, Navi Raju, oui, il y en a d'autres. Il y a Philippe Biwix, hein, parce que bon, Navi Raju, c'est gentil, mais c'est vraiment des. Je connais très bien Navi, c'est un type super intéressant. Moi, on est plutôt sur une approche de Philippe Biwix, qui est un ingénieur centralien, directeur général de la REP, qui a une approche très scientifique de la frugalité et de la sobriété. Et on n'est pas simplement dans l'ingéniosité. Il faut mettre de la sobriété et de la frugalité dans les processus industriels, ce qui est quand même un peu plus complexe à faire. D'accord. Et donc, pour revenir à notre hexagone, comment en France valorise-t-on les entreprises qui ne polluent pas ou à contrario, comment on pénalise celles qui polluent? C'est toujours un En fait, facteur on de les valorise pas motivation. assez, celles qui sont enfin, les entreprises contributives. Vous verrez dans le bouquin, il y a quand même beaucoup d'exemples. On n'en parle pas assez, c'est pour ça qu'on a fait ce livre d'ailleurs avec Céline Puffer-Divilly. On a fait ce livre pour montrer qu'il y a déjà des entreprises qui se bougent les fesses sur ce sujet et qui sont très rentables tout en étant bien sûr extrêmement peu polluantes. Donc, on essaye de valoriser ces entreprises aujourd'hui sur un certain nombre de médias. Donc, sur LCI, par exemple, on a un podcast qui s'appelle Impact Positif, qui est animé par Sylvia Micone. Je vous invite à aller écouter ces podcasts, hein. On en est au 43e numéro et on invite à chaque fois un chef d'entreprise qui vient nous présenter son modèle d'affaires contributif, qui sont à la fois des chefs d'entreprise de business unit de grands groupes, mais aussi beaucoup d'ETI et de petites entreprises, notamment Thomas Hurier qui a inventé le jeans qui ne pollue pas, hein, 1083, vous irez voir, c'est un excellent exemple, mais il y en a plein d'autres, Pocheco, il y en a plein. Et donc oui, on ne les valorise pas assez dans les médias et c'est pour ça qu'on a décidé, alors ça c'est une volonté que l'on a décidé de créer un média, vous en entendrez parler dans quelques temps, qui parlera encore plus de ces entreprises qui réinventent leur modèle économique, français et internationaux, parce que c'est ces gens-là dont il faut parler aujourd'hui. Il ne faut pas parler de ceux qui sont toujours dans une approche de prédation et qui, de toute façon, vont devoir réinventer tôt ou tard leur modèle d'affaires, car c'est juste pas tenable vis-à-vis de leurs parties prenantes et leurs clients finiront par leur demander également. D'accord. Ah, et une petite question qui gratte, qui va gratter un petit peu. Valoriser la vente d'un ouvrage par Amazon, est-ce que c'est pas contradictoire avec Ah oui, alors le ça, vous avez contenu de complètement l'ouvrage? raison. Non, ça ne gratte pas du tout. C'est une très bonne question. Mais en fait, ça ne vous a pas échappé que ce n'est pas moi qui ai édité le bouquin, hein. On a pris un éditeur, et c'est Duno. Et Duno, si je leur avais dit, écoutez, on signe le contrat, mais vous ne vendez pas le bouquin sur Amazon, ils n'auraient peut-être pas pris le bouquin. Donc, vous pouvez quand même l'acheter sur d'autres plateformes qu'Amazon, ce que je vous conseille de faire d'ailleurs. La FNAC, déjà, c'est une entreprise française, ou la grande librairie, ou même encore mieux, d'aller l'acheter dans votre librairie de quartier et comme ça, vous n'avez pas besoin de passer par Amazon. Maintenant, bon, tout le monde ne pourra pas faire ça. En effet. Je vous invite, si vous voulez bien, à revenir au slide 5. Ça me permettra de poser une question là-dessus. Et pendant ce temps, moi, j'en avais une autre. Vous avez parlé du business model Canvas. Alors, pour moi, Oui. c'est une approche qui est dédiée aux startups. Donc, comme un grand groupe comme Ben Bouygues s'accapare ce genre d'approche. ben nous, c'est pas du tout pour les startups, hein. Enfin, c'est pas du tout que pour les startups. On a été formé par Alexander Osterwalder, qui est le créateur du BMC. Et bien sûr, ça sert aux startups pour imaginer leur modèle économique initial, mais ça sert aussi aux grandes entreprises pour réinventer un nouveau modèle économique. Nous, on fait du BTP, on n'a pas envie de faire autre chose que du BTP. Par contre, on sait que le BTP du monde d'avant, il n'est pas compatible avec le BTP du monde d'après. Eh ben, on utilisait le BMC pour réinventer notre modèle. Et c'est un très, très bon outil aussi pour réinventer, pour reconfigurer son modèle. Ce n'est pas simplement un modèle, ce n'est pas simplement un outil pour faire sortir de rien, from scratch, un nouveau business. Non, ça sert aussi à la réinvention. D'accord, merci bien. Alors, la question à propos du slide 5, c'était comment se détermine ce budget?
Ah, bah, c'est pas compliqué. C'est Claude Lorius, un Français d'ailleurs, en 1948, qui a mis en corrélation les ppm de CO2 avec l'augmentation des températures. Donc il a carotté, il a pris des carottes de glace dans l'Antarctique et l'Arctique, qui a pu reconstituer le climat pendant 850 000 ans. C'est quand même une belle temporalité. Et c'est là qu'il a pu voir qu'à chaque fois qu'il y a eu, vous savez, il y a eu petites taches glaciaires, grandes taches glaciaires, le climat n'a pas arrêté de varier depuis toujours, en fait. Hein. Et cette variation, eh bien, il a pu mettre en évidence la corrélation entre le CO2 et les augmentations ou les baisses de température. Il a démontré ça. Et le GIEC qui a été créé, comme vous le savez, il y a près de 40 ans, a utilisé en fait ces travaux-là en les sophistiquant beaucoup plus parce qu'il y a eu d'autres mesures qui ont pu être mises en place, mises en œuvre. Et lorsque les travaux du GIEC ont commencé à reprendre ces travaux, ils ont pu démontrer que plus on émettait de CO2, plus on enregistrait en fait un réchauffement. Et depuis qu'ils ont mis ça en place, quand ils ont publié leurs premiers travaux dans les années 70, ils ont pu dire, ben voilà, si on continue à ce rythme-là, voilà à quel niveau de réchauffement on sera en 2020. Eh bien, les modèles mathématiques qu'ils ont utilisés entre 70 et 2020 se seront révélés parfaitement exacts. C'est-à-dire qu'ils avaient modélisé en 70 le climat qu'on aurait en 2020. Donc, la corrélation est parfaite. Donc je ne vois pas trop pourquoi, entre 2020 et 2050, ça commencerait à diverger. Donc, Malheureusement, oui. et c'est ce qu'ils disent en tout cas. Et donc, ces scientifiques du GIEC, qui sont 2500, nous disent que si on continue d'émettre du CO2, ça va continuer de se réchauffer. C'est aussi bête que ça, parce qu'en fait, on a démontré que l'effet de serre, aujourd'hui, ça fonctionne comme ça. C'est des gaz à effet de serre qui empêchent en fait les rayons du soleil de repartir dans l'atmosphère et donc qui réchauffent la planète. Eh bien, si on continue d'en émettre autant qu'on en émet, on sera sur un réchauffement moyen de 4 à 7 degrés en 2050. Donc, bon, beaucoup d'entre nous seront morts à cette époque-là. Mais pour nos enfants, c'est quand même pas super cool parce que ça fait à peu près les 2/3 des terres émergées qui seront inhabitables. Oui, sinistre perspective. En revenant à des questions pratico-pratiques, je suis chef d'entreprise. Je commence par quoi? Première chose, on l'explique dans le bouquin, c'est quoi ma stratégie et c'est quoi les faits scientifiques. Quels sont les faits scientifiques que je dois intégrer dans ma stratégie? Donc, suivant la matérialité de vos enjeux, l'eau, l'air, le CO2, l'utilisation de matières premières, il faut partir de là. Puis ensuite, s'inscrire dans cette dynamique-là. Ça, c'est la première chose à faire. C'est ce qu'on a fait chez Bouygues. Et c'est extrêmement riche d'enseignements parce que c'est là qu'on s'est aperçu qu'on émettait beaucoup trop de CO2, ça ne vous surprend pas beaucoup. Et on s'est dit, si on veut être contributif et si on veut survivre et si on veut surtout maintenant répondre aux demandes de nos clients et aux demandes de nos investisseurs, on a intérêt à réduire assez rapidement notre empreinte carbone. Hein. Donc, c'est ce qu'on a décidé de faire. D'accord. Et alors, il y a souvent dans ce genre de démarche des numéros 1 qui s'y mettent, et il y a souvent aussi des numéros 2 ou numéros 3 qui aimeraient bien qu'on s'y mette, mais qui se heurtent à quelques freins. Quels conseils vous pourriez leur donner? Alors, les freins, il y en a plein. Hein. Je vous garantis que des freins, il y en a. Alors, les freins, d'abord, le principal frein, c'est l'ignorance. L'ignorance, des gens qui se rendent pas compte de l'urgence de la situation, voilà, qui pensent qu'il y a le changement climatique, on va mettre une boîte à piles à la sortie de l'usine, on va mettre 2 panneaux solaires et roule ma poule, c'est fait, quoi. Non, ils se rendent pas compte de la nature de l'effort qu'il va falloir qu'on mette en place. Je rappelle, vous faites une différence entre l'ignorance et l'autruche? Ouais, alors on est assez proche là. De toute façon, pour moi, ceux qui pensent ça, c'est des gens qui sont inconscients en fait des enjeux de long terme. Le Covid, ça a été moins 8%, moins 7% d'émissions de gaz à effet de serre en 2020. Il faut faire ça tous les ans jusqu'à 2050 pour sauver le climat. Bon, c'est là qu'on se rend compte que ça serait bien qu'on puisse retrouver un peu de liberté, mais par contre, il faut qu'on continue Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire à la fois d'autres modèles économiques, mais aussi, il faut aussi se rendre compte qu'il va falloir qu'on revoie nos modes de consommation. Ça ne sert à rien de tourner autour du pot. Est-ce qu'on va continuer de prendre autant l'avion? La réponse est non. Est-ce qu'on va avoir des voitures aussi lourdes et aussi rapides qu'aujourd'hui? La réponse est non. Est-ce qu'on va manger autant de viande que ce qu'on a mangé ces dernières années? La réponse est non.
Et il va falloir qu'on explique ça à nous, mais qu'on explique ça aussi à tous ceux qui envisagent de faire comme nous. Donc, c'est un défi tout à fait considérable, mais ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible si on prend le temps de se former et on prend en compte que finalement, le bonheur d'être sur Terre, ce n'est pas forcément d'avoir 3 bagnoles, 200 mètres carrés habitables, prendre 10 fois l'avion par an. Les fondamentaux du bonheur sont peut-être ailleurs. Donc, il y a aussi un narratif. Il va falloir peut-être expliquer, et les générations futures commencent à se rendre compte de ça, qu'il y a des nouvelles façons en fait, de vivre où on peut être tout à fait heureux sans consommer autant de ressources. Et ça, c'est comme ça. Voilà. Alors, il y a toujours des vieux cons qui pensent que la technologie va nous sauver, qu'on va aller chercher des matières premières sur Mars, sur Saturne, sur Pluton, les exoplanètes, Elon Musk, etc. Bon, on peut croire ça, on peut croire que l'hydrogène, ceci, etc. Mais bon, dès qu'on a fait 2 calculs de point de table et dès qu'on a un peu raisonné un peu d'un point de vue technique et scientifique, on s'aperçoit que tout ça, c'est des conneries. Donc, il faut pouvoir inventer des modèles d'affaires ultra frugales en étant conscient, en fait, des limites planétaires. Eh bien, merci. Donc, ce que j'entends et qui personnellement me fait très plaisir, c'est que ça va dans le sens de ma petite bataille personnelle pour, je rappelle, AFQP, Association France Qualité Performance, de transformer le P de performance en P de pérennité. Ah, bien, Donc, bien joué. vous êtes a priori dans cet alignement-là. Et pour ceux qui ne connaissent pas, je me permets de rappeler un documentaire qui s'appelle The Corporation, qui date d'il y a 20 ans et qui déjà avait interviewé un numéro 1 des moquettes et du tapis aux États-Unis et qui avait soudainement pris conscience de ses effets et qui avait changé toute la stratégie de l'entreprise. Donc, je suis heureux aujourd'hui d'avoir le plaisir d'interviewer quelqu'un d'une groupe de grande importance qui a aussi cette même logique. Merci encore pour votre intervention. Et je pense que pour respecter le temps de tout le monde et le timing prévu, nous allons maintenant repasser la parole à Jean-Jacques Bonneau, pilote de ce programme, pour cette conclusion. Et merci encore. Merci. Eh ben, merci à tous et merci à Fabrice Bonifay. Conférence passionnante. Moi, je lui offrirai volontiers une chaire à l'université AFQP où il pourrait professer. Nous avons quelques étudiants parmi nos participants de l'université Aix-Marseille, mais je pense qu'ils adhéreraient également à notre université AFQP avec un tel prof. Merci donc beaucoup pour cette superbe intervention. Et donc, je renvoie pour ceux qui veulent suivre Fabrice Bonifay vers LinkedIn où il publie et où il contribue activement, et bien sûr vers l'ouvrage dont il a parlé. Merci à tous pour votre participation et désolé de ce retard, mais vous avez bien fait d'attendre, c'était effectivement très intéressant. Nous allons vous faire parvenir, comme d'habitude, une petite éval pour nous améliorer. Dans le cadre de cette éval, vous pourrez demander à recevoir l'enregistrement de la vidéo d'aujourd'hui. N'oubliez pas, si vous souhaitez recevoir l'enregistrement, d'identifier votre email de telle manière que vous puissiez recevoir cet enregistrement. Je vous dis à tous bonne journée et à bientôt sur nos lignes et bonne route. Merci à tous.